comment ça va? Bonjour. Ça va, Manuel, bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Je me rends compte qu'à chaque fois, j'introduis, je dis vos prénoms et tout, et moi les gens doivent pas connaître mon prénom parce que jamais on me répond. Bonjour Léo. Ça va et toi Léo? Comment ça va, Jean-Jacques? Donc, non seulement les gens savent pas comment je vais, mais en plus de ça, ils ne connaissent même pas mon prénom. Non, c'est sûr que personne te connaît, Léo. Je me fais chier à faire maintenant toutes les intros des podcasts parce que personne ne veut les faire. Et en plus de ça, les gens ne me connaissent pas, donc je gagne rien à ce podcast en fait. Et le tout en pyjama. Mais oui, c'est vrai que Ça a choqué Manuel. Hein, depuis Bah en fait, après le sport, le réconfort. J'ai oublié de prendre un Pardon. jean. Ah, C'est pour ça que je suis encore en jogging. Le mec, il est venu au bureau sans pantalon. C'est dit aujourd'hui, hop, un pantalon? Non, non. Écoute, je peux pas être partout. Faut-il être partout? Mais c'est sûr que c'est pas du tout un accessoire indispensable. Faut-il être partout, Manuel? attendez. Avant de démarrer le sujet, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet vient de Léo. Ouais. Bah, si tu dois le préciser à chaque podcast, tu vas le C'est faire faux. souvent. Hein. Bah, il y aura C'est pas faux. beaucoup de. Parce Vous qu'on- savez quoi on tient une liste secrète avec Léo. Vous savez quoi? On va préciser quand un sujet vient de Romain. Vous verrez la diff. Vous allez pas l'entendre tout de suite. Parce qu'il faut savoir que Romain, il arrive, il s'assoit. C'est fou. C'est pas lui qui a installé le matos, hein, parce que c'est Thomas qui le fait. Hein, donc, il peut même pas nous dire l'excuse technique. Il arrive, il s'assoit, il nous dit bon, vous avez un sujet? Ça, c'est parce que j'ai décidé de ne pas être partout. Et Non, tout à l'heure, après, c'est pire. Vas-y. il nous a dit bah moi je gère le timing. Ce qu'il appelle le timing, c'est être à l'heure en fait. C'est-à-dire qu'on le gère tous le timing. Je ne suis pas partout. Tu n'es pas partout, tu essaies de l'introduire. C'est bien. À défaut de les trouver, t'essaies de faire des transitions. T'es beaucoup plus partout. Non, mais je suis quand même beaucoup plus partout que vous. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on appelle être partout? Eh ben, on va prendre ton exemple, Romain, puisque Oula. tu le cites. Toi par exemple, dans la créa, tu es à beaucoup d'endroits en même temps. T'es sur YouTube, t'es sur Insta, t'es sur Twitch. Ah T'es ouais. aussi dans le business. oui. Tu vois, tu fais beaucoup de trucs en même temps. Donc t'es pas partout, mais presque. Même sur les sujets. Je m'intéresse à beaucoup Tu de t'intéresses à sujets plein sur de trucs. lesquels je peux faire plein de trucs. Le week-end, je me mate des vidéos automobiles. La semaine, je fais un peu de business. Bah, Après, c'est je peux surtout que écrire. t'en fais. Sur ta chaîne Oui, YouTube, tu ouais, parles de business, tu parles d'automobile, tu parles C'est vrai. d'horlogerie. Sur Twitch, tu parles d'entrepreneuriat. T'es aussi beaucoup sur TikTok. J'allais dire, je vous conseille particulièrement son canal TikTok parce qu'on découvre la vraie voix de Romain. Romain, quand il est extasié de quelque chose, Excité il fait la voix de Mickey. Mais- C'est vrai. Alors, vous n'aimez pas. Elle est super cette montre. Léo et Emmanuel détestent ça. Pour autant, je pense que c'est un tout petit trait de personnalité qu'il faut que je le garde un petit peu. Je l'ai réduit, mais je peux le garder un petit peu. Manuel, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce modèle-là? Est-ce qu'il faut être partout? Moi, je pense surtout qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, Ouais. avec les bonnes personnes. Voilà. Mais là, on dirait que ça relève de la chance. C'est pas ça que tu dis. Ah bah, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, mais quand on dit ça, tu sais, il a été au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, on a l'impression que ça lui est tombé sur la gueule et qu'il le mérite Bah, pas. au bon endroit, c'est quand même toi qui choisis où tu vas. C'est vrai. Sauf si tu es Gilbert Montagnier, auquel cas il peut y avoir quand même des exceptions. Et voir des blagues. C'est pour ça qu'il disait sous le sunlight des tropiques alors qu'il était sur scène. Sous le quoi? Les sunlight des tropiques. Le quoi? Le soleil des tropiques. Ah, Ah. t'as dit le sunlight? Oui, Ouais. parce que deux c'est- fois. sunlight. Deux fois, il l'a dit. Ouais. Under the sunlight of the tropics. Non, il n'entend pas les mêmes chansons que nous. Attends, mais tu confonds Gilbert Montagnier et Barry White. Donc, l'endroit, le bon moment, il faut que tu sois prêt pour les projets, le network, etc. On a fait un très bon podcast sur cette question. Il faut être dans les bonnes prédispositions. Et les bonnes personnes, c'est quand même toi qui choisis qui tu fréquentes. Donc, je vois pas ce qui relève de la chance. J'ai, De toute façon, j'ai une théorie qui dit que il n'y a de la chance que pour ceux qui travaillent beaucoup. c'est vrai. Il y en a plus. Non, il y en a que pour eux. C'est Bah, vrai. tu peux gagner Les l'auto. autres passent leur temps à dire qu'ils Alors. n'ont pas de chance d'ailleurs. Alors attends, on va parler de ce sujet-là. On va parler du loto parce que ça n'a aucun rapport. Ça a Parce rapport avec le mérite. que la vision, ta vision du loto m'énerve. Et On a alors- eu la discussion plusieurs fois. et attends, j'explique aux gens quand même. Parce que Romain a une vision du loto qui est complètement folle et Léo est un fin adorateur du loto. Alors moi, je joue toutes les semaines au loto Mm. et à l'euro-million. Évidemment que quand tu joues à un jeu de chance, quand tu gagnes, c'est de la chance. C'est le principe. Tu le comprends, le principe? Oui, ça je comprends. Alors quel est le problème avec le loto? J'ai pas de problème. Puisque tu comprends un modèle économique. Hmm. Quand tu joues au loto, Hmm. en fait, il y a plein d'autres gens en France
qui joue au loto et qui finance le système du loto. Un peu comme une assurance. C'est Ouais. le principe d'un jeu de chance. Oui. Quand toi, tu participes à un truc, à une crypto, tu comprends qu'elle prend de la valeur parce qu'il y a plein d'autres jeux comme toi qui vont mettre des sous là-dedans en espérant gagner quelque chose. Et si tu as de la chance, il y a beaucoup de gens qui vont investir et donc tu vas pouvoir en tirer un profit. Oui, mais si tu travailles bien, il y a quand même plus de chances qu'un sujet crypto soit mieux abouti, qu'il parle à plus de gens, etc. C'est bien. C'est là D'où que ce que tu je disais. fais. C'est là que tu fais la différence entre un jeu de chance et autre chose. Mais ça relève quand même beaucoup de la chance. Et donc Oui. c'est simplement un modèle économique qui est basé sur la chance. C'est Mais- comme quand tu regardes du foot à la télé. Et pourquoi et je tu t'énerve fais- avec ça? J'ai pas compris. Parce qu'on a déjà eu la discussion et on évoquait la notion de mérite et tu disais que quelqu'un qui prend le risque de dépenser 2,20€ dans peut-être du vent, mais une chance sur 6 millions qu'il gagne 10 millions d'euros, tu considérais que ce n'était pas mérité. Alors que tu joues avec les règles du jeu. Mhm. Oui, c'est vrai. Il se retient Alors. de dire des trucs parce qu'il sait que c'est pas le sujet du podcast. Mais on va en faire un sujet. On en fera un sujet. Je pense que ça peut faire un sujet à part entière, hein, ça. La question du mérite. Oh, mais carrément. Ouais, carrément. J'ai pensé à ce sujet parce que je vois beaucoup de gens dans mon entourage et je vois beaucoup de créateurs qui veulent être absolument sur tous les réseaux qui existent. Tout le temps. Ils veulent être sur LinkedIn, sur Facebook, ils veulent être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Souvent, ils font des contenus différents pour les réseaux. Et moi, je crois pas trop en cette stratégie. Et souvent, quand je discute avec eux, ils me disent « Ah, mais t'es pas sur TikTok, c'est dommage, tu devrais. » Et je suis pas d'accord. Je pense que j'ai pas du tout ma place sur TikTok. Moi, je pense que ma place, elle est sur YouTube. Elle est sur Insta parce que j'aime bien ce réseau, parce que j'aime bien faire de la photo, etc. Et ça s'arrête là, en fait. Et un peu sur Twitter. Oui, Manuel qui lève la main. J'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est désirable pour vous? Les autres ne l'ont pas. Alors ça, c'est une réponse honnête de la Oui. part de Ah Romain. oui, ça, là. Là, C'est Romain pur jus. Exactement, c'est du cœur à la bouche. Il y a un canal direct, en fait. Ok, ça on s'en doutait un peu, mais d'accord, merci Romain. Monaco a répondu. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est désirable à mes yeux? C'est complexe comme question parce que ça dépend de quoi on parle. La désirabilité de quelque chose Mm. est directement liée à sa disponibilité. Ouais. On convoite ce qui est rare. Ce qui est inaccessible. Rare, inaccessible, tu Mm. mets les mots que tu veux. Ouais. Donc je pense que si tu as une stratégie d'être partout, Ouais. tu es en fait nulle part. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup vont différencier leur contenu. Ils vont dire oui, je suis partout, mais je fais pas le même contenu. Donc tu remets de l'exclusivité dans une stratégie qui est déjà pas terrible, qui est d'être partout. Mais tu compenses le fait d'être partout avec le fait de créer un contenu qui est soi-disant exclusif. Ce que je vais faire sur TikTok n'est pas la même chose que ce Ouais. que je vais faire sur Insta, qui n'est pas la même chose que ce que je vais faire sur YouTube. Admettons, si vraiment t'as cette espèce de frénésie de vouloir être partout, cette espèce de boulimie, que j'ai du mal à comprendre. Mm. Moi, je préfère une stratégie qui est plus une stratégie de la rareté, qui crée du coup de l'attente, Ouais. donc du désir, donc de l'envie de consommer ce contenu, etc., etc. Et souvent, je conseille à certains créateurs de limiter Ouais. les canaux plutôt que d'être partout. Je crois cependant que ça dépend du Ça format dépasse. et de la catégorie. Par exemple, Inoxtag, Michou, toute cette génération-là, bah, ils ont leur place sur Instagram, ils ont leur place sur TikTok, ils ont leur place sur YouTube, ils ont leur place un peu partout. Ouais, mais même eux, ils ont du mal. Hein. Quand tu regardes, ils ont 2 réseaux majeurs, Ouais. YouTube, Insta. Ouais. Et le reste, ça vivote, ça bricole, ils ont du mal. D'ailleurs, Miguel, il disait il y a pas longtemps encore, ah ouais, je vais essayer de tenir, je sais plus combien de TikTok par mois, mais j'y arrive pas, machin, etc. Ça devient trop. C'est le problème trop de cette compliqué. stratégie, surtout si tu veux faire du contenu exclusif à chaque plateforme, ça demande un travail monstrueux. Et tu remarqueras qu'ils sont pas sur Twitch. Non. Ils vont Ils sont pas sur ils- Twitch. Non, ils live sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Toi, Romain, t'as une stratégie différente, c'est que tu live sur Twitch toutes les semaines. Ouais. Et derrière, tu reprends des extraits de live pour les mettre sur TikTok. C'est ça. J'ai essayé de set up un process Ouais. avec Thomas qui bosse avec moi pour qu'on puisse faire d'un seul live plusieurs contenus à la fois pour TikTok en fonction du thème, effectivement, plus business, entrepreneuriat, etc. Et Instagram avec du contenu tech, automobile, crypto, par exemple. En l'occurrence, c'est intéressant parce que même si ça demande quand même du travail,
c'est pas un format complet que tu dois créer toi-même en facecam, etc., qui demanderait beaucoup plus de temps, et ça te permet d'apporter la viralité de TikTok, qu'on lui reconnaît quand même, sur ton Twitch. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui vont te découvrir sur TikTok parce qu'ils vont voir un extrait de 15 secondes et qui vont se dire tiens, ce mec il parle de quoi, ça a l'air intéressant, et qui vont se retrouver sur ton Twitch. C'est surtout que ça me permet de tester des formats que j'oserais pas faire de base sur ma chaîne YouTube, et ça me permet de diversifier aussi. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé les contenus. Je me suis gouré à certains moments sur YouTube, j'ai réuni beaucoup de gens autour de thèmes différents. J'arrive pas aujourd'hui à intéresser beaucoup de monde uniquement sur la crypto ou du business sur ma chaîne YouTube parce que c'est pas ça. Donc ça peut aussi m'apporter d'un point de vue business d'autres opportunités qui sont d'ailleurs en train d'être faites. La dernière fois j'ai fait un live avec KataWiki sur Twitch et tout ça, et ça j'aurais pas pu le faire si j'avais pas diversifié ces plateformes. Je pense surtout que les gens n'attendent pas la même chose. Quand tu vas sur une plateforme comme Snap, TikTok, ou quand tu es en train de naviguer dans les Reels d'Insta, tu es boulimique. C'est-à-dire qu'il est minuit, tu as la tête dans le frigo, et tu tranches tu es en train de mettre les tranches de dinde dans la compote, en fait. Tu bouffes n'importe quoi, en fait. Donc ça, c'est de la boulimie totale. Tu veux slider, et bouffer du contenu, et que ça soit du contenu court. Et c'est pour ça que YouTube est en train de répondre avec les shorts sur YouTube. Et je sais que les youtubeurs tradis, classiques, qui viennent de la plateforme YouTube, historique, les vrais créateurs de contenu qui aiment les belles images, etc., dont vous faites partie, ont du mal à adhérer à Shorts. Et il y a d'autres créateurs qui sont plus jeunes sur la plateforme et qui sont nativement plus à l'aise avec les formats courts et un peu plus dirty, etc., qui vont naturellement vers Shorts. Mais je pense que c'est deux attentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ouais, je vais pas être d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que c'est pas une question de tradition et je suis attaché aux vidéos longues, etc., parce que je pense que je regarde maintenant quasiment autant de contenu extrêmement court sur TikTok que de contenu plus long sur YouTube. Simplement, je vais donner mon expérience personnelle. J'ai déjà essayé de prendre une de mes vidéos, de la crop pour qu'elle fasse moins d'1 minute 30 et de la mettre sur TikTok. C'était catastrophique. Pourquoi ? Parce que mon format ne s'y prête pas. Et aussi, on va dire la vérité. Quoi ? Parce que la communauté TikTok ne comprend pas Léo. Ouais. Il y a trop de mots compliqués. Alors ça, je pense que c'est vrai. Les commentaires étaient collector. Mais je pense surtout que... Alors, faut aller voir les commentaires. Hein. J'ai laissé le TikTok. Il a fait énormément de vues pour mon compte, parce que j'avais quand même 0 abonnés. Mais par contre, les commentaires sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que mon format ne s'y prête pas. Moi, je fais une vidéo qui va faire peut-être 7-8 minutes, mais il faut la voir de bout en bout. Si t'arrives au milieu de la vidéo et que tu regardes qu'1 minute 30, t'as pas tous les éléments, tu peux pas comprendre le sujet. Si tu veux énerver Léo, tu lui dis « J'ai vu un morceau de ta vidéo, mais j'ai pas fini. » Bah ça, moi, ça m'est insupportable, parce que j'ai bossé pendant 1 mois pour que tu puisses la consommer de bout en bout et qu'à la fin, t'aies tous les éléments. Donc pour moi, c'est terrible de faire ça. Mais je l'ai fait quand même pour tester le format TikTok et voir si je pouvais le faire. Je le referai plus jamais, parce que au final, je suis passé entre la vidéo d'un mec qui joue la comédie et la vidéo d'un chien qui est hyper mignon. J'ai aucun problème avec ça, mais je comprends que quand t'arrives sur mon contenu qui dit alors oui, le studio display 5K machin, bah je tombe peut-être pas bien, je tombe peut-être pas dans le mood, peut-être que t'avais pas envie d'entendre ça, et peut-être que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Donc moi je sais que mon format ne fonctionne pas sur TikTok, et je pourrais en faire d'autres qui seraient peut-être intéressants, qui seraient plus ludiques, etc., qui prendraient moins de temps et qui demanderaient donc moins de mots, et peut-être moins de mots compliqués, comme tu le disais, Manuel, mais ça m'intéresse pas parce que ça me demanderait du temps. Moi j'ai une question pour vous. Ouais. Puisque la question c'est est-ce qu'il faut être partout, machin, etc. Imaginons que par un coup du hasard, YouTube n'existe plus. Par un coup du hasard. Ça, on nous le dit depuis 15 ans. C'est ça qui est génial. Donc YouTube n'existe plus. On est dans un monde où YouTube n'existe plus. Ouais. D'accord ? Et vous devez choisir une autre plateforme pour faire votre travail. Laquelle ? Vimeo ? Non mais t'as compris, plus de plateforme de vidéo. Plus de plateforme de vidéo ? Il y a pas Vimeo, il y a pas Dailymotion pour ceux qui le fréquentent encore. Vidéo de plus de 2 minutes. Exactement. Horizontale. Exactement. Alors vous faites comment ? Twitch, c'est bon ? C'est un enfer. Pourquoi pas ? Moi, je ferais Twitch. Je pense que je serais forcément TikTok, parce que c'est quand même le nouvel Eldorado. C'est là que tu peux créer une communauté, et c'est là que tu peux être le plus découvert. Ok. T'aurais dit Instagram ? Ouais, j'aurais dit les Reels. Pour toi ? Non, je pense pas, parce que Insta est trop instable. Ouais.
c'est vrai. C'est trop instable. Ils sont en train de chercher leur modèle, ils savent pas trop où aller. Alors peut-être que ce qu'ils sont en train de faire actuellement sur la plateforme va marcher très vite, mais je pense que c'est trop instable alors que TikTok est parfaitement installé. Simplement, j'aurais beaucoup de mal parce que il y a un vrai problème avec mon format qui a pas du tout été conçu pour TikTok. Alors je pense qu'il faudrait que je le retravaille, mais ce serait moins à moi. YouTube, je suis content d'être moins découvert, de faire moins de vues, mais par contre, les vues que je fais sur YouTube sont beaucoup plus intéressantes que celles que j'ai fait sur TikTok. Sur TikTok, tu fais des audiences colossales, mais il faut voir la gueule de mes commentaires. J'ai l'impression que le fait d'être partout, c'est plutôt une possibilité pour beaucoup de gens qui se disent j'ai pas encore les moyens d'être partout, j'ai pas encore les équipes pour être partout. Quand tu crées une boîte, souvent tu te dis il faut que j'aille réserver mes noms de domaine partout, il faut que je sois partout justement. Et c'est vite une question de moyens et pas une question de nécessité ou d'intérêt. Et ce qui est intéressant dans le discours de Léo, c'est qu'en fait, tu es en train de nous dire objectivement, j'ai le temps, je pourrais, si j'en ai envie, être partout. Je pourrais faire des contenus pour X, Y, etc. Mais c'est un choix éditorial et d'image, et justement qui rejoint ce niveau de désirabilité-là, de ne pas être partout. Moi, je crois que c'est du bullshit. Je crois que surtout, c'est une façon de ne pas choisir. Il y a des tonnes de gens qui sont partout parce qu'ils n'ont absolument pas envie de mener un processus de réflexion et de choisir, donc de renoncer consciemment. De savoir quel est mon format, qui est ma cible. Exactement. Et il y a des tonnes de gens qui préfèrent ne jamais se poser cette question. Et voilà, t'as les snipers d'un côté, les adorateurs du fusil à pompe de l'autre. Donc d'un côté une balle suffit, de l'autre côté t'arroses, il y a des trous de mammouth dans les portes. C'est bien de tester, mais au bout d'un moment, comme le dit Manuel, il faut choisir. Et moi je sais que j'ai un tout petit compte sur TikTok, donc j'ai fait 200 000 vues, c'est énorme pour un tout petit compte. Tu viens d'arriver sur une plateforme, tu fais 200 000 vues, ça n'existe nulle part ailleurs que sur TikTok. Mais ça m'a rien apporté. De ces 200 000 vues, j'ai rien converti. Jamais personne m'a dit « Oh, j'ai découvert ta chaîne avec ton TikTok ». À part des commentaires de gens qui comprennent pas mon format, ça m'a vraiment rien apporté, donc j'ai pas envie de le refaire. Non pas que je ressente une haine envers TikTok, mais simplement je dis ok, moi je suis pas compatible avec ça. Donc je suis très bien sur YouTube et ça me va d'être moins découvert, mais d'être plus qualitatif dans ceux qui me découvrent. Et sortez quand et même d'être plus en phase surtout. Le problème c'est que je pense qu'à être partout, tu peux être partout. Tu peux développer, on parle toujours de créa pour l'instant, tu peux développer ton Insta, ton LinkedIn, ton Snapchat, tu peux développer ton TikTok. Je pense que c'est crevant. Je pense sincèrement que c'est usant parce que c'est énormément de travail. On se rend pas compte à quel point parce que c'est des réseaux qui en plus favorisent énormément l'algorithme, le fonctionnement de l'algorithme, la récurrence des posts, la récurrence des likes, etc. Au bout d'un moment, on en parlait dans le précédent podcast, je pense que tu peux être amené à faire un burn-out. Ouais, c'est une vie de hamster. Hein. Ah bah oui. Il faut courir dans la roue toute la journée, sinon t'as l'impression que tu vas rater quelque chose. Exactement. Ça peut être intéressant pour lancer son activité et pour tester, comme on le disait, mais je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il faut choisir. Ouais, mais attention, quand on dit tester, il y a tester et tester. C'est pas tester, ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi partout et voilà. Tester, il y a une vraie méthode. Ouais. Que tester, tu te dis, ok, je teste ce réseau pour quelle raison ? Qu'est-ce que j'attends de ce réseau ? C'est quoi les KPI que je veux atteindre ? Et si je les atteins pas en temps de temps, alors qu'est-ce que ça veut dire ? KPI, est-ce que tu peux juste Key Performance Indicator. Donc c'est quoi les chiffres que j'espère ? Et si ça marche pas, j'ai ma réponse. Ouais. Je continue pas éternellement en espérant que ça grimpe. Ça, c'est pas une stratégie de test. Dans ta stratégie de test, il y a tes attentes. Il n'y a pas juste faire des trucs. Faire des trucs, c'est pas une stratégie de test. C'est avoir gagné tant de vues, tant d'abonnés, tant de je sais pas quoi. Mets les critères que tu veux, mais émettre des critères avant même de démarrer, ça, c'est une vraie stratégie de test. Alors, il y a des tonnes de gens qui font des tonnes de trucs et qui n'ont absolument pas défini quels étaient leurs critères de succès ou d'échec. Et donc, des fois, ils se retrouvent à continuer des trucs qui sont des échecs, mais ils s'en rendent même pas compte. Parce que c'est l'effet du hamster, en fait. C'est important parce que si tu vends des formations, par exemple, tu peux faire plein de vues sur TikTok. Si ça te rapporte moins qu'une newsletter qui va toucher 50 personnes, mais que parmi ces 50 personnes, tu vas faire beaucoup plus de ventes, les chiffres, il faut aussi les mettre à la bonne place. Tout à fait, on embrasse Antoine. Pour autant, quand on a démarré, on n'avait aucune stratégie. Avec Léo, on a commencé YouTube. Non, on n'avait aucune stratégie avec Léo. On a démarré YouTube comme ça. Ouais. On s'est pas dit à un moment, tiens, je vais faire YouTube parce que ça va m'apporter ça, puis après j'aurai un boulot, etc. Alors, ok, petit effort de mémoire, vous aviez le choix entre quoi et quoi ?
Ah bah alors si, moi j'ai eu un grand choix quand je suis passé de Dailymotion à YouTube, Voilà. quand même. Donc Mais vous aviez principalement le choix entre 2 plateformes. C'est un connard quand même, lui, hein, de temps en temps. non mais On l'aime bien, mais, non, mais il fait chier avec ça. par contre, tu vois, naturellement, moi je me suis toujours concentré sur un truc extrêmement précis, à savoir mon format sur YouTube. Et après, quand il y a eu du Snapchat, quand il y a eu Instagram et tout, j'y suis allé. Mais j'ai pas essayé de développer des trucs, mais par flemme. Moi, la flemme m'a sauvé de beaucoup de choses dans ma vie. Mais Toi, c'est vrai, c'est-à-dire que vous aviez un choix plus restreint parce qu'il y avait moins de plateformes. Bien Il sûr. faut reconnaître qu'un créateur qui démarre aujourd'hui a un champ des possibles beaucoup plus large et que du coup, il a plus d'énergie à passer sur sa stratégie et sur les choix qu'il a à faire parce qu'il y a des audiences un peu partout et parce que de façon générale, le web fait de l'audience tout le temps. Il y a même quand vous avez commencé, il y avait des périodes dans lesquelles on se disait bon là il y a pas d'audience, on fait rien, l'été les gens sont à la plage, etc. Pourquoi ? Parce que le mobile était moins là, les smartphones étaient pas vraiment là comme ça, etc. Aujourd'hui il y a plus de période creuse. Ouais. C'est tout le temps. Et être partout, je crois que c'est le meilleur moyen d'être surtout moyen. Parce que tu vas faire travailler un format moyennement sur TikTok, un format moyennement sur YouTube. Moi, je sais que je suis assez canon sur YouTube parce que ça fait 10 ans que je travaille mon format YouTube. Et c'est pour ça que quand j'arrive sur TikTok, ça marche pas. Parce que c'est 2 choses très différentes, c'est 2 cibles différentes, c'est 2 moyens de faire différents, c'est des durées différentes, c'est des commentaires différents. Donc, ça n'a rien à voir. Pour une fois, je vais me venger. Hein. C'est que sur TikTok, t'es un vieux. Ah bah oui. T'es un vieux con sur TikTok. Mais je suis incapable de faire ce que les gens font sur TikTok. Mais les ça, gens, c'est tu veux dire les jeunes ? Les gens, je vais avoir 25 ans, d'accord, ça va. Je suis incapable de faire ce que les gens font sur TikTok, mais je connais ma place, je connais ma position, je sais là où je suis bon et je sais là où je suis beaucoup moins bon. Et je suis admiratif de ceux qui sont bons sur TikTok, mais c'est pas moi. Exactement. Vous êtes pareil dans la vie ? Genre au-delà des contenus, des réseaux, etc. Vous découvrez un sujet qui vous plaît dans un magazine, mais vous avez déjà démarré un autre sujet il y a de ça 1 an et vous vous dites non, je dois choisir. Alors je pense que c'est pas parce que tu apprécies consulter un truc que tu dois en être l'acteur. J'adore regarder des films, je vais pas faire du théâtre. C'est pas évident ça, parce qu'on est quand même dans une société justement, d'ultra consommation. Quand on voit un truc, on a envie de l'acheter, puis on a envie d'essayer à notre tour, puis on a envie de faire, et puis après on se concentre là-dessus, puis 3 mois après on change, etc., etc. On voit justement beaucoup de gens qui sont martyrisés par ça. Ils ont eu 40 000 vies et en fait ils ont rien fait, quoi. Ouais. Bah à être comme ça, tu es un hyperactif qui atteindra jamais les 10 000 heures requises à maîtriser un sujet. Moi j'étais comme ça, les gars. On a des traces des symptômes. Hein. Mais c'est vrai. T'aimes bien tester plein de trucs. persistant. Ah, c'était insupportable. Non, mais c'est le syndrome des gamins où leurs parents leur font faire la section musicale, le jeudi c'est judo, le vendredi c'est je sais pas quoi. J'appelle ça la semaine de Club Med. Etc. Et au bout d'un moment, en fait, ils sont moyens en tout, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un peu des rêves des parents. T'as le gros con de papa qui rêvait d'être footballeur professionnel et qui fait faire du foot à son gosse alors qu'il en a absolument pas envie de jouer au foot. Et en même temps, il faut qu'il joue d'un instrument parce que quand même c'est quand même cool de dire que son fils joue du piano dans les dîners en ville. Et en même temps qu'il est déjà en train d'apprendre la 4e langue alors qu'il parle déjà pas français correctement, etc., etc. Et toi, Manuel, quand t'as lancé ton business, comment t'as quadrillé l'activité ? Comment tu t'es restreint en te disant, ok, là, c'est Imakina, là, on sort d'Imakina ? Ah non, mais il y a un truc, je veux dire, il faut être aussi modeste, hein, c'est que on était obligé d'être relativement simple. Hein. Je vous rappelle que quand je crée l'agence, il n'y a pas le PHP, il n'y a pas les langages dynamiques, Google n'existe pas, Twitter n'existe pas, tu vois, donc par essence, on était obligé d'être assez canalisé sur un truc. Je suis en train de penser, on a visité... Je parle pas de 1976, hein, je parle de 1997. Hein. Justement, j'étais en train de penser, on a visité le musée Patek Philippe. Philippe Patek. Patek Philippe. Ah ouais, on en est là. Je sais plus, c'est Patek Philippe ou Oui, c'est Patek Philippe. Ok. On a visité le musée. Vous voyez la culture horlogère de Léo. J'ai jamais vu autant de montres que quand on est allé à Genève. Déjà pour Léo, pour lui, il y avait qu'une montre, c'était l'Apple Watch. Ouais, exactement. Dans la vie. Il a découvert. Il est 9h30. Et ben voilà, ça y est, il l'a fait. Voilà. Nickel. Donc on a visité le musée de Philippe là. Et
un moment, Manuel, on a vu des ateliers, Mhm. très anciens ateliers d'horloger qui devaient faire ça toute la journée. Et tu nous as dit un truc. Mhm. Tu nous as dit, mais ces mecs-là avaient probablement plus de compétences et plus de connaissances que n'en aura jamais n'importe qui naît à cette époque à la nôtre. Bah, évidemment. Et je pense qu'on est sur le cœur du sujet, c'est que quand tu te concentres, quand tu te consacres à un truc très précis toute ta vie, t'as une expertise qu'aujourd'hui on peut pas avoir parce que, comme tu le disais, Romain, on veut tout faire. Et on veut tout regarder, et on veut tout entendre, et on veut tout lire. Et les mecs avaient... Et en plus, il faut leur connaître le courage. Les mecs avaient des couilles velues, quoi. C'est-à-dire que t'es à une époque où tout le monde porte des montres goussées, et puis tu décides au bout d'un moment qu'on va mettre des montres sur les poignets des gens parce que c'est quand même vachement plus pratique. Et tout le monde te regarde et te dit oh, non. En fait, non. Et quelques années plus tard, ça devient le standard. Et en fait, tu consacres ta vie entière à faire de la recherche pour faire en sorte de miniaturiser des mouvements, de les rendre complexes pour le plaisir et le bonheur de cette complexité, de la belle mécanique, etc., etc. Et c'est ça qu'on a vu. Et d'ailleurs, ils avaient leur premier setup. On a vu le bureau de Stern, qui dirige Patek Philippe. Et en fait, tu vois son bureau très classique en bois, le sous-main en cuir, le petit support pour les lettres, le papier buvard pour les courriers. Il avait assez peu de distractions sur son bureau. Voilà, tout est calé pour que ça soit extrêmement efficace. Et la petite clochette pour appeler l'assistance. Donc, si de la contrainte naît l'expertise, le défi de notre génération, c'est de se contraindre soi-même. C'est de faire exister la contrainte. Et moi, je pense que notre génération actuelle, on lui explique beaucoup trop souvent qu'on veut enlever les contraintes. Et à force de ne plus faire exister les contraintes, on fabrique des générations qui ne savent plus choisir, qui ne savent plus renoncer, qui ne savent plus persévérer, qui ne savent plus avoir mal, qui ne savent plus être déçus, qui ne savent plus avoir de la lucidité par rapport à eux-mêmes. Et donc c'est un point de vue certainement un peu vieux con et un peu réac, etc., etc. Mais je pense qu'il est surtout très réaliste. Et je pense que l'urgence du moment, c'est de apprendre aux gamins à choisir, leur dire qu'à un moment, il va falloir passer du temps pour être bon dans quelque chose, arrêter de leur dire que à force de passer d'un truc à un autre, finalement, on aura une espèce de connaissance surfacique en pas grand-chose et on ne pourra pas vraiment parler des sujets, non. Si tu choisis un truc qui te passionne, peu importe ce que tu fais. Il n'y a pas de ranking entre les trucs respectables et ceux qui ne le sont pas. Que ça soit de la boulangerie, de la couture, de la musique, n'importe quoi. Par contre, fais-le excellemment bien. Voilà. Et ça, on fait pas exister cette idée assez à mon goût. Tout ça m'amène à réfléchir à la manière dont moi je le fais inconsciemment. Je me rends compte que j'ai vraiment simplifié au possible mon travail sur ma chaîne. Je parle beaucoup d'Apple, quasiment uniquement ces derniers temps. Et la plupart des titres, c'est le problème avec un produit Apple. Et je sais que ça, c'est un reproche qu'on me fait beaucoup. Des gens qui disent que je parle que d'Apple et c'est un peu chiant, etc. Simplement, mon expertise est là. Et je sais que c'est sur ce sujet précisément que je peux apporter de la valeur. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est d'apporter de la valeur, c'est d'avoir une réflexion, c'est d'avoir une analyse que les autres n'ont pas. Donc, je me concentre là-dessus. Ça veut pas dire que je me mets des barrières. Si jamais demain, il y a un sujet où je me dis, OK, là, j'ai un truc à dire, je vais pas m'empêcher de le dire, du moment que ça concerne la tech et que c'est un peu dans ma ligne édito. Mais simplement, je connais ma valeur, je connais mon expertise, donc je me cantonne à ça. Pour moi, c'est la différence entre le travail et une passion. Ouais. Et je trouve, pour le coup, que c'est bien d'avoir des passions, parce que ça te permet volontairement de maîtriser un peu plus le temps que tu as envie de passer au travail, et de faire ton travail avec encore plus d'envie et de passion, du coup, parce que t'es un peu frustré de pas l'avoir fait tout le temps, pas tout le week-end, etc. Et c'est important de mettre une limite, parce que moi, par exemple, j'adore écouter des podcasts ciné, j'adore aller voir des films. Si je devais en parler publiquement, ce serait une catastrophe. Parce que c'est pas parce que j'en consomme beaucoup que je suis un expert. Moi, là, récemment, le choix qui a été difficile à faire, c'était avec les crypto-monnaies. C'était... Et pardon de te couper, mais c'est pas parce que t'es passionné que c'est ton travail ou que tu as une compétence. Exact, Ouais. mais ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal.
passionné n'est pas un statut. C'était de me dire, j'adore regarder les vidéos d'Asher, par exemple. J'adore regarder plein de contenus sur les crypto-monnaies. Mais c'est pas parce que ça me passionne que je dois me persuader que je dois être comme Asher et parler de crypto-monnaies sur ma chaîne. Parce que je peux en parler de temps en temps, un peu sur Twitch et tout ça, juste parce que c'est une passion. Mais je dois pas revendiquer une expertise là-dedans. Ouais. Mais c'est dur à admettre. Et de te dire, ok, dans ces sujets-là, je peux y aller, et dans ces autres sujets, un peu moins. Mais on a envie d'être expert de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle il y a autant de gens sur Twitter qui sont devenus épidémiologistes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc de la politique ou quoi, t'as plein d'experts sur Twitter qui naissent et qui disent oui, non, mais alors. Ce qui est génial, c'est les plateaux des chaînes d'infos en continu. Ouais. Là, t'as des experts sortis de nulle part, qui sont autant experts que moi, en fait. Et souvent, dans l'urgence, on vérifie pas trop leur expertise. Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un en plateau qui va dire un truc. Ouais. Mais leur expertise est peut-être parfois un peu contestable. Donc, faut-il être partout ? Non. Je peux donc annoncer publiquement que je ne ferai pas de conférence TEDx. C'est faux, on y arrivera. De toute façon, Léo ne fait que ce qu'il veut. Hein, donc, Mais par contre, j'aime bien qu'on parle de ce sujet et qu'on aille dans mon sens parce que moi, je sais que la flemme m'a apporté beaucoup dans ma vie. La flemme vous empêche de faire plein de trucs qui ne sont pas nécessaires. c'est bien. C'est un filtre Mais c'est exceptionnel. Ça, là, ça y est, c'est bon, tu l'as exploité. Mm. Maintenant, on va passer au travail. Je travaille plus que jamais, tu le sais très bien. C'est vrai. Donc, c'est juste bien. que il faut cadrer la flemme. Là, t'as pris tout le pourcentage de flemme. a D'ailleurs, été je pris. fais grève demain, je te donne mon préavis. Non, mais la flemme, je sais que moi, ça m'a empêché de faire plein de trucs, d'essayer de développer plein de formats, etc., qui, je le sais, m'auraient pas plu et qui m'auraient pris trop de temps. Tu vas avoir 25 ans, t'as déjà 50 ans de flemme à ton actif. C'est vrai. Moi, c'est un truc qui m'épate chez toi, Manuel, c'est la conscience du travail. Même quand on a conscience qu'il faut travailler sur certains sujets à certains moments plus difficilement qu'à d'autres, etc., parce que tu as besoin de mettre plus d'énergie au début d'un projet ou autre. Manuel, il y a de ça 6 mois, ça pouvait être « Oh, bah cet été, je vais pendant 1 mois, je vais parcourir, machin, etc., je vais être en vacances. » Là, il y a des nouveaux objectifs. Et Manuel, c'est « Oh, bah cet été, je vais passer tout l'été à bosser, puis de toute façon, vu que ça, c'est mon nouvel objectif, je pense qu'on reparlera de vacances dans 10 ans. » Mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire que vraiment, Manuel, pendant 10 ans, il peut au maximum, 1 fois tous les 3 mois, prendre 2 jours, 48 heures pour faire un petit aléa. Mais ça, c'est un truc. Et ce qui est cool, par contre, c'est qu'au début, quand je t'ai rencontré, Manuel, j'étais en mode « Ah bah cool, si t'es comme ça, il faut que je sois comme ça aussi, je vais y arriver, etc. » Et aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait de dire « Manuel, je suis ravi que toi, tu y arrives. Oui, Ouais. je suis parti dans les aigus. Mais moi, c'est pas possible. Moi, pour être très bon au travail, je suis obligé de parfois m'écouter un petit peu plus que la moyenne et de me dire bah, tiens, ce week-end, tu te fais un truc un peu plus fou, etc. Tu penses moins au boulot et tout ça. Je ne sais pas comment tu fais, Manuel, pour faire ça, quoi. Pour juste te dire, bah, tiens, ça, c'est mon objectif. Je sais que pour y parvenir, c'est ce travail-là pendant 10 ans. Moi, je crois que Manuel a un frère jumeau Ah, qui est 6 mois en vacances là, on est avec Manuelo, en et fait. ils inversent. Non, mais écoute, moi, je pense que quand tu as un objectif, tu définis la roadmap et les étapes. Je pense que j'ai une espèce de facilité pour voir quelles vont être les étapes pour atteindre cet objectif-là et découper cet objectif en milestones sur une certaine durée. Et tant que je suis pas exactement à la destination que j'avais définie, bah, je vais pas arrêter. Comment tu fais pour que ça soit ça tous les jours? Parce que même si, C'est que je ne perds pas de vue mon objectif. enfin, tu vois, je te vois souvent, on bosse beaucoup ensemble, même si je mets tout le cœur, et on sait quand même, malgré la rigolade, etc., je pense quand même être un minimum bosseur. Quand j'ai envie de quelque chose, j'essaie de me sortir les doigts, et peu importe l'heure, la date, le jour, j'y vais jusqu'au bout. Putain, mais j'y arrive pas, quoi. À un moment, je ne sais pas te suivre. C'est vachement frustrant, parce que parfois, tu te dis, putain, j'ai envie d'eux. Et je pars pas du côté ah je m'écoute machin etc, mais je sens juste que je suis dans l'incapacité la plus totale d'aller plus loin que ça, quoi. Parce que Manuel, je crois que c'est la version extrême. C'est-à-dire qu'effectivement, il est pas partout. Il peut, pour être pleinement dans son sujet et pour avancer le plus vite possible, dire tiens, je vais pas dormir cette nuit. Mais il le fait vraiment. Bah oui. C'est ça qui est fou, c'est que Bien le sûr. lendemain matin tu le vois au sport, tu lui dis ça va? Oui. Oui, je dormi 1 heure de 5 à 6, ça va. Tu fais mais et après tu regardes au bureau et il est là toute la journée comme toi. Et pour moi c'est frustrant parce que j'ai essayé, enfin on est allé en Suisse il y a pas longtemps.
j'ai découvert le rythme un peu à votre sauce. Donc on rentre tard, je dors beaucoup moins. Pour moi, beaucoup moins, c'est 4-5 heures par nuit. Mon minimum, c'est 6-7 heures par nuit pour être bien. 7 heures, c'est vraiment parfait pour moi de sommeil. Et j'y arrive pas. Plus de 4-5 jours, je sais pas. Et pour autant, ça me frustre parce que je me dis, putain, mais j'aimerais tout donner pour réussir à me rajouter 1 heure de lecture de plus, pour réussir à me rajouter 1 heure de... Non, mais c'est vrai. Et je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. C'est vachement frustrant. Non, on a vu Manuel qui rentre à 1h du matin, qui dort 30 minutes et qui se lève pour faire des mails. C'est ouf. Je pense que moi, je suis même pas capable de me lever pour aller pisser. Il faut que j'attende le lendemain matin. Et ça, quand je m'oblige sur des courtes périodes, j'y arrive. Je peux me dire, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas bossé comme j'en avais envie, j'ai pas atteint mon objectif, il faut que j'y aille et tout. On rentrait à 2h du mat, je me faisais 40 minutes de mail, mais... Ça, c'est une question de détermination. C'est-à-dire que sur une courte période, tout le monde peut y arriver. C'est exactement la raison pour laquelle les gens abandonnent le sport. Sur une courte période, tu peux te dire, je vais faire du sport tous les jours. Ouais. Le problème, c'est que t'as beaucoup moins de participants au bout d'un mois. Et encore moins au bout de 6 mois. Et encore moins au bout d'un an. Parce qu'on repose tout sur la motivation, qui ne peut pas être le moteur de l'action. La motivation n'existe pas. La motivation, c'est un concept. Mais du coup, c'est quoi qu'est-ce qui fait que ton objectif, Manuel, est plus fort que tout? On pourrait se dire, c'est bon, ça va, t'as fait déjà des trucs, il y a plein de trucs sur lesquels tu peux être cool et sur lesquels tu pourrais te dire, bon bah, de toute façon, j'ai pas besoin de plus, je fais mes trucs, mais elle vient d'où la motivation à vouloir continuellement faire ces trucs-là sans jamais t'arrêter? Bah, parce que c'est une promesse que je me fais à moi-même. Et j'aime pas beaucoup me décevoir. C'est de l'autodiscipline, mais c'est extrêmement difficile. Et il faut pas perdre de vue ton objectif. Je sais pas vraiment répondre à cette question. Je suis un peu emmerdé parce que je sais pas. Je pense que c'est ma nature. Je suis comme ça. Je sais pas l'expliquer autrement. C'est-à-dire que quand j'ai décidé un truc, je ne laisse rien entre mon objectif et moi. En fait, tout ce qui s'interpose entre les deux, soit ça ne me dérange pas, soit ça n'obstrue pas mon passage, soit ça dégage. Pour revenir sur le sujet, dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu t'es fixé comme limite quand tu as créé Imakina? Ou alors qu'est-ce que tu t'es fixé après? Comme tu le disais, il n'y avait pas énormément de choix au début, mais après, quand ça t'a été ouvert à d'autres possibilités, comment tu as défini la ligne édito? Bah en fait, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Cette industrie, elle est devenue très large, en fait. Ouais. Le web était une petite industrie au début, et puis elle a absorbé beaucoup de choses. D'ailleurs, le web, c'était des acteurs marginaux, et aujourd'hui, c'est des acteurs majeurs de l'industrie, du product design, du software design, et de tout un tas d'autres sujets, du marketing, etc., etc. En fait, tu fais par étapes. Tu te dis à partir de quand cette partie-là est totalement consolidée, maîtrisée, elle roule, elle est industrialisée, tout roule. Et puis à partir de ce moment-là, tu peux te dire, bon bah j'ouvre une autre étape. C'est un peu un jeu de poupée russe, en fait. À un moment, il y a toujours une poupée dans une poupée, en fait. D'ailleurs, le lancement de Influx, moi je l'ai vécu de l'intérieur parce que je suis là depuis le début du crew. Le lancement a été long. D'aller chercher des influenceurs, de nouveaux créateurs pour les mettre dans l'agence. Est-ce que c'était une façon de tester le marché et de tester la capacité à répondre au marché et à résoudre un problème? En fait, tu prends surtout le temps d'observer comment ça se passe, de vérifier la valeur que tu vas apporter sur ce marché, de vérifier la valeur que tu vas apporter à tes créateurs. En fait, au tout début, il faut prendre le temps de comprendre. Donc, il faut pas te presser. Il faut rentrer dans les détails et comprendre les détails. Une fois que tu as compris quel était ton positionnement, quelle était ta stratégie, comment tu te distinguais du reste du marché, et quelles étaient tes valeurs et ce que tu voulais faire à plus grande échelle, bah à ce moment-là, tu peux aller plus vite. Mais s'il n'y a aucun moment où tu te poses ces questions-là, à force de vouloir accélérer tout le temps, tu risques d'accélérer des conneries. Mais finalement, c'est peut-être le cheat code. Regarde dans tout ce que tu fais, ce qui a le plus de valeur, ce qui résout le plus de problèmes, là où est vraiment ta compétence, et cantonne-toi à ça. Si t'as un resto et que tout le monde dit que tes pâtes sont exceptionnelles, mais par contre tes pizzas sont dégueulasses, bah arrête de faire des pizzas. Ben c'est exactement l'histoire d'Instagram. Instagram à la base, c'est pas un réseau pour partager des photos. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte que des gens utilisaient leur réseau pour partager des photos. Et au final, ils se sont concentrés là-dessus. Mais c'est pas leur ADN. C'était quoi Instagram au début? Instagram, c'était tout autre chose. Je me souviens plus exactement, mais ça n'avait rien à voir avec les photos. C'était une sorte de Foursquare, non?
Ouais, C'est fou. je me souviens plus, mais c'était pas les photos leur sujet principal. Je crois qu'on n'est pas forcément fait pour suivre ses passions. Ou du moins sa passion initiale, sa passion première. Moi, j'aurais adoré être rappeur. J'aurais kiffé ça. Et d'ailleurs, c'est de ma passion pour le rap que tient la musicalité de mes vidéos. Le fait que ce soit très écrit à la virgule, ça vient de ma passion pour la littérature qui après s'est transformée en passion pour le rap. Pour autant, je suis un très mauvais rappeur. Je sais pas kicker. C'est une compétence que j'ai, mais vraiment pas du tout. Donc je pourrais mettre beaucoup de vocodeurs, ça donnerait pas grand chose quand même. Donc j'ai dit au revoir à ma passion pour le rap. J'en écoute toujours, j'en consomme toujours, mais je sais que je serai jamais rappeur. En fait, moi, je pense que quand tu y réfléchis, on va dire qu'un Européen moyen vit à peu près 88 ans, je crois. Les 20 premières années de ta vie, tu sers à rien. C'est vrai. D'une pollution. Tu consommes de l'énergie, tu contribues assez peu, tu crées pas beaucoup de valeur. Sauf si tu es Kylian Mbappé. Voilà. Mais bon, bref. Donc, grosso modo, il va te rester, on va dire, 60 ans pour faire des choses. Ok ? En acceptant que tu crées de la valeur presque jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que si tu arrêtes ta carrière vers 60 ans, on ne parle que de 40 ans. D'accord ? De 20 ans à 60 ans. Sachant qu'il faut en moyenne, pour amener un projet à maturité et à l'échelle, c'est-à-dire à une dimension internationale, à peu près 20 ans pour faire un projet correctement, ben sur 40 ans de pratique professionnelle intensive, tu peux faire 2 projets dans ta vie. Donc choisis. Hein. Ouais. Je crois qu'on a un devoir envers la société et qu'en fait, il faut faire ce pourquoi on est fait. Et pas ce qu'on a envie de faire, forcément. Mais au fond du fond, je pense que les gens savent. Mais ils se racontent des petites histoires. On a surtout peur de passer à côté de certaines choses. Aujourd'hui, tu as des gens qui découvrent les crypto-monnaies, par exemple, et qui disent « Oh, bah, il faut que j'aille absolument comprendre c'est quoi le Bitcoin, sinon je gagnerai pas d'argent avec. » Et puis tu as l'autre qui va se dire « Ah, bah, aujourd'hui, la musique, c'est plus facile qu'avant parce que tu te mets sur des plateformes et puis tu partages tout seul ton truc. » Mais c'est le syndrome du menu chinois. Tu veux tout bouffer ? Buffet à volonté. Mais c'est super il y a dur, plein c'est de super trucs, dur de s'y etc. résister. Au bout d'un, c'est peut-être super dur, mais ça excuse rien. Au bout d'un moment, je pense qu'au fond du fond, tu sais. Tu sais pourquoi t'es fait. Après, tu l'admets ou tu l'admets pas, tu fais les sacrifices qui vont avec ou pas, etc. Il y a des tonnes de gens qui veulent pas quitter leur région, qui veulent pas quitter leur conjoint, qui veulent, tu vois, qui sont attachés à des tonnes de choses, mais au fond du fond, ils savent que pour réussir, il faudrait qu'ils fassent ça. Mais ils le font pas. Ça tient à la priorisation après. Et après, soit t'es lucide, tu le reconnais, et tu dis, bon, bah, j'admets la situation dans laquelle je suis, machin, bon, c'est comme ça. Soit t'es pas extrêmement lucide, et tu te plains. Il est profond, ce podcast. Moi, j'ai choisi de ne pas vivre aux États-Unis. Ouais. Et pourtant, quand t'as démarré Imakina, t'avais tous les voyants au vert pour dire c'est là-bas que ça se passe, c'est la Silicon Valley. Oui, et j'y suis beaucoup allé, et j'y ai passé du temps, etc. Mais à un moment, j'ai choisi de ne pas vivre aux États-Unis. Et je pense qu'en vivant aux États-Unis, il y a des choses que tu fais à beaucoup plus grande échelle. Il y a un autre écosystème, notre industrie est beaucoup plus comprise, admise, a plus de moyens, plus de fonds, enfin tout un tas de trucs. Mais ça ne me convenait pas. Bon, bah, t'admets que tu seras jamais une boîte qui ressemblera à Amazon ou je sais pas quoi. Parce que dans notre industrie, il n'y a pas beaucoup de leaders qui ne sont pas nés aux États-Unis. Prends tous les réseaux sociaux, prends toutes les plateformes, lesquelles ne sont pas nées aux États-Unis. TikTok, ok, est né en Chine. Spotify est né en Europe. Je sais plus si c'est Norvège ou Suède ou enfin c'est dans les Nordiques quoi. Mais c'est très vite installé aux États-Unis et a aussi du staff là-bas pour les aider à grandir, etc., etc. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste qui n'est pas né aux États-Unis ? Salto. Oui. Avec un succès assez relatif. C'est un salto. Il s'est pris le plongeoir. Bah voilà, choisir c'est renoncer. C'est la première chose que j'ai retenue de toi, Manuel. Ah, quand est-ce qu'il te l'a dit ? Il y a 5 ans. Donc ta vie a changé quand ? Ah, il y a 5 ans, elle avait déjà bien changé. C'est-à-dire, quel événement a changé ta vie ? Les emails à 3h du matin avant que je comprenne que ça me regardait. Quel événement, j'ai dit. Quel événement ? Quel événement ? Tu penses à un événement en particulier ? Non, je sais pas, il y a un truc, il y a un truc qui a l'air d'avoir impacté ta vie. Bah, le fait de comprendre que c'était pas facile d'y arriver. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça ? Quand est-ce que t'as Le compris résultat ça ? final. Ouais, mais
le résultat final qui s'appelait manuel. Et j'ai fait putain, fais chier, je vais devoir me faire autant chier pour y arriver. Ah, donc quand est-ce que ta vie a changé? Bah quand j'ai rencontré Manuel. Let's go! Bingo. Le bingo! Oh là, c'est bon. Merci à tous, la bise. Bye bye.